Très chers téléspectateurs de la télévision Kin Malebo, dans sa nouvelle version avec les amis de Weti, c'est votre émission Plateau Kin Malebo. Plateau Kin Malebo, c'est un lieu d'échange et de diversité d'opinions. C'est un programme pluridisciplinaire qui porte sur l'analyse des hommes politiques, religieux, sociaux, sur un fait d'actualité. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous recevons pour vous, messieurs Peter Massikoti, le Big, un analyste politique que l'on dit proche de l'opposition. Monsieur Peter Massikoti, cette présentation vous convient-elle? Oui, bonjour monsieur le journaliste, ça me convient, c'est bel et bien mon nom, je prends le nom de monsieur Massikoti le Big, je suis analyste politique et proche de l'DPS spécial. Avec lui, nous allons échanger sur deux points d'actualité. Premièrement, nous allons aborder des questions liées à l'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre Matata Ponyo, ainsi que les tractations pour la composition du bureau de la CENI. Monsieur Massikoti le Big, le Premier ministre vient d'évaluer son gouvernement. Quelle analyse portez-vous particulièrement sur cette évaluation qui est une première pour nous en République démocratique du Congo? Oui, nous avons suivi tous à la télévision l'évaluation du Premier ministre par rapport à la feuille de route qui a été distribuée à chaque ministre. Et lui-même, M. Matata Ponyo, évalue la plupart de ses ministres positivement. Hein, donc, compte tenu de la feuille de route qui a été tracée, et chaque ministre, selon M. Matata, qui a, je ne sais pas comment est-ce que l'évaluation, s'il y avait des indépendants ou des observateurs, mais l'évaluation peut-être qu'il a faite lui-même, mais selon la feuille de route, comme lui-même le prétend, ces ministres ont été bien cotés dans la plupart des ministères. Mais selon la population, cette évaluation ne correspond pas aux attentes de la population. Mais, comme je venais de le dire, lui-même a évalué selon une feuille de route qui a été tracée au début de sa mandature ou au début de lorsqu'il a commencé ses fonctions. Et une année après, il s'est dit, il travaille bien, la plupart de ses ministres travaillent bien, mais comme je l'ai encore dit plus bas, c'est que ces ministres, cette évaluation ne correspond pas aux attentes ou aux réalités sur le terrain. En tant qu'analyste politique, M. Peter Massikoti le Big, pensez-vous que cette évaluation ait été objective ainsi que réaliste? Bon, moi j'aimerais souligner quelque chose, c'est que la population a des attentes. Vous savez, notre pays, la population a tellement souffert, même à l'époque du président Mobutu, hein, le maréchal Mobutu a été, on lui a imposé, on lui a dit non, la population souffre, il faut changer de système de gestion du pays. Parce qu'à l'époque, les pays étaient gérés par le système qu'on appelle la dictature. Hein, donc les gens ont fait de la pression, même la communauté internationale, parce qu'il y avait les vents de la perestroïka, de glasnost, tout ça. Et on a demandé à M. Mobutu, même ici sur le terrain, il y avait déjà naissance de deuxième parti politique, l'UDPS, qui était né en clandestinement comme ça, mais c'était une pression aussi interne qui poussait le maréchal à changer cette mode de gestion qu'on connaissait à l'époque. Donc la population, lorsqu'il y a eu tournée du maréchal Mobutu qu'on appelait encore, j'ai même perdu le nom, ça va revenir, donc les consultations populaires, voilà. Donc lorsqu'il y avait les consultations populaires, la population a demandé à M. Mobutu que c'est trop, on souffre, il faut vraiment que ces pays changent puisqu'il y a des potentialités dans ces pays qui vont faire assez que la souffrance de la population va s'atténuer en un peu de temps. Pensez-vous, M. Massikoti, que l'évaluation des membres du gouvernement n'a pas tenu compte des attentes de la population? Non, c'est qu'aujourd'hui, la population attend des changements. La population n'est pas là pour attendre un discours ou des évaluations comme ça, forfaitaires. Non, le peuple veut du concret. Le peuple a tellement souffert qu'il veut aujourd'hui du concret. Donc si vous venez, vous dites que le Premier ministre est surdoué, donc il faut le démontrer. Hein? Donc il ne suffit pas de faire 5 ans, 10 ans, non. En une année déjà, la population doit sentir les effets. Mais là, nous avons vu une évaluation positive, mais sur le terrain,
Rien ne démontre cela. Mais beaucoup d'analystes sont d'accord avec le Premier ministre à qui l'on attribue plusieurs points forts, notamment la stabilisation du cadre macroéconomique, la bancarisation de la paye des fonctionnaires, ainsi que beaucoup de choses qui sont à mettre à l'actif du Premier ministre. Mais que reprochez-vous concrètement à ce gouvernement Matata Ponyo? Moi, j'aimerais dire ceci. Vous avez parlé de la stabilisation du cadre macroéconomique ainsi que de la bancarisation des agents et fonctionnaires de l'État. Mais j'aimerais revenir sur cela. Donc, s'agissant par exemple de la stabilisation du cadre macroéconomique. Du cadre macroéconomique, ce n'est pas l'œuvre de Matata Ponyo, parce que Matata Ponyo est au pouvoir, ça fait, et Premier ministre, ça fait une année, hein, il vient de totaliser une année, mais vous avez suivi les sénateurs Mokonda Bonza a parlé de que le cadre macroéconomique était déjà stable dans ce pays. Hein, le cadre n'est pas devenu stable avec l'arrivée de Matata Ponyo. Ça, il faut le dire. Mais Matata Ponyo a quand même quelque part, hein, où il faut le féliciter. Parce que c'est quelqu'un qui est venu avec une rigueur. Vous voyez, notre pays demande qu'il y ait rigueur aussi, des fois pour être bien géré, pour qu'il y ait bonne gouvernance. Mais nous voyons par exemple des bonnes habitudes comme il vient au travail très tôt, hein, il est sérieux et il prend des engagements qu'il honore, des choses comme ça, mais ça ne suffit pas. Lui-même, il est plongé dans un bain où il y a l'impunité, où il y a la corruption, où il n'arrive pas vraiment à bien, par exemple, depuis qu'il est là, quelle est la personne que Matata Ponyo a arrêté pour détournement des millions de dollars? On n'a pas vu cela. Voyez-vous? Mais il travaille, il a ses points forts, mais ces points ne vont pas satisfaire les attentes de la population. Mais il vient dernièrement d'organiser les assises sur le coulage des recettes publiques. N'est-ce pas aussi l'un des moyens pour arrêter les impunis dont vous venez de parler tout à l'heure? Mais il va arrêter les impunis dans combien de temps? Il est déjà là depuis une année. Mais moi, je vous dis que des fraudes sont en train de se passer dans ces pays. L'argent de l'État est en train d'être détourné. Hein? Il y a des gens qui fraudent à la douane, il y a des gens qui font des sorties d'argent, ils envoient de l'argent dans d'autres pays et on les laisse comme ça. Il faut que ces gens-là qui font des transferts internationaux, des millions de dollars ou des centaines de milliers de dollars, ils doivent les justifier. M. Matata Ponyo doit ouvrir l'œil. Où est-ce que ces gens-là trouvent cet argent pour faire des énormes transferts? Ce sont des choses, par exemple, il doit aujourd'hui s'atteler pour arrêter des personnes parce qu'il est là. On le félicite, des fois il a ses points forts, mais ça ne suffit pas. Bon, s'agissant par exemple de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Oui, ça j'aimerais dire aussi que moi je ne comprends pas très bien. Parce que j'ai suivi M. Kabila lors de sa campagne électorale. Hein, il a parlé de beaucoup de choses qu'il allait entreprendre dans ce pays, entre autres des routes, des infrastructures, des choses comme ça. Hein, et 5 chantiers, la santé, etc. Mais actuellement, c'est la révolution de la modernité. Exactement, mais je n'ai pas suivi M. Kabila dire qu'il allait bancariser la paye des fonctionnaires. Mais moi, je sais qu'il y a un autre candidat qui a parlé de la bancarisation hein, lorsqu'il battait campagne. Mais nous voyons que M. Matata applique, il dit qu'il applique le programme du marchand de M. Kabila, mais je ne comprends pas, il a commencé par la bancarisation. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il doit aussi être sincère. M. Massikoti, on ne peut pas être trop dire avec Matata Ponyo s'il prend une initiative de l'opposition qui est assez bonne pour relever les pays. Mais il doit être sincère de l'avouer, puisque aujourd'hui, lorsque vous le suivez à la télévision, ici, même moi je l'ai suivi lorsqu'il était, je pense, en Allemagne, et il était en interview avec des journalistes, et il disait qu'aujourd'hui, c'est la bancarisation des agents et fonctionnaires de l'État. Mais c'est un point fort qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement Matata Ponyo, bien sûr, M. Massikoti. Je le reconnais, mais je voulais juste soulever qu'il doit être sincère pour le dire que cette idée a été emprunté chez un autre candidat hein, à l'élection présidentielle. Puisque M. Kabila n'a pas parlé de la bancarisation. Mais il faut dire aussi que moi, par exemple, j'ai commencé à travailler en 1996. Mais lorsque j'ai travaillé, c'était à Ottawa, j'étais déjà bancarisé. Mais voyez-vous que le Congo a accuse un retard important. Le Congo a commencé à être bancarisé en 2012. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est que l'évolution demande à ce qu'il y ait bancarisation, mais il faut reconnaître que nous avons un retard, nous avons accusé un retard grave et qu'il est venu avec cette idée empruntée d'un autre candidat. Il doit aussi être sincère de le dire. À votre niveau, monsieur Lebig Massikoti,
Estimez-vous que ceux qui ont été les plus primés ou les meilleurs élèves de Matata Ponyo ont-ils été à la hauteur des ambitions? Notamment Mukoko Samba, le vice-premier ministre chargé du budget. Moi, je vous dis que lorsque vous prenez votre micro, vous le faites balader à l'extérieur, vous allez tout de suite avoir la réponse à cette question. Mais je me dis, quelque part, il est logique envers lui-même. Il a évalué ses ministres par rapport à une feuille de route que lui-même a approuvée. Et selon cet examen et que ces ministres ont accompli ce que lui il a demandé comme travail. Et entre autres, Mukoko Samba a été plébiscité, peut-être meilleur des ministres, hein, hormis le Premier ministre évidemment. Mais moi je me dis que sur le terrain, ça ne correspond pas aux attentes de la population. Mais quelles sont les attentes de cette population dont vous ne cessez de marteler? Aujourd'hui, je vous dis que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est un pays doté et béni de Dieu, doté de potentialités énormes. Hein? Le Congo, selon les experts, il suffit d'une bonne gouvernance, d'un peu de temps, de la rigueur, vous allez voir que tout va changer. Hein? En tout cas, il y aura un changement déjà appréciable. Mais aujourd'hui, nous voyons par exemple, Matata Ponyo est arrivé au pouvoir. Hein? Ça fait une année qu'il est Premier ministre. Les Kuluna, dans la ville de Kinshasa, principalement, on n'a pas vu ces phénomènes être éradiqués. Mais c'est un phénomène, aujourd'hui, je vous dis, vous avez votre chaînette en or, vous vous promenez sur la route de Flambeau, à côté de la société Bralima, il y a des trous, et puis vous êtes dans un taxi ou dans votre véhicule, vous allez voir les Kuluna sortir, venir du néant, et vous arrachez votre chaînette que vous avez acheté peut-être 5 000 $. Mais le gouvernement ne va pas vous rembourser. Il y a des gens qui sont tapés, qui sont frappés ou qui sont mutilés à cause de Kuluna. Ça, c'est un problème, par exemple, qui n'a pas résolu. Ça, ce sont les attentes de la population. Entre autres, le problème du chômage, par exemple. Vous avez vu, on a parlé lorsque le Matata a bancarisé les agents de l'État, on est arrivé, il a estimé que d'ici là, il va atteindre, hein, lorsqu'il va atteindre les autres coins de la République démocratique du Congo, l'intérieur spécialement, il va arriver à un nombre, par exemple, dans les 900 millions d'agents bancarisés. Mais lorsque je reviens sur... avec 900 000 agents bancarisés. Donc on n'a pas atteint encore 1 million de personnes. Mais c'est un processus, mais c'est pas si petit. Il va, lorsque le processus va s'arrêter, il va atteindre peut-être 930 et quelques mille agents. Mais ça ne va pas atteindre 1 million, par exemple. Bon, je vous dis que Ngoï Mulunda a recensé les gens lorsqu'il a enrôlé des personnes. Oui. Les gens qui se sont, selon Ngoï Mulunda, il nous a donné un chiffre de 33 millions des enrôlés. Mais lorsque vous voyez que les agents et fonctionnaires de l'État, entre autres policiers, militaires compris, on n'a même pas atteint 1 million de personnes. Bon, lorsque je vous donne la grâce, disons 1 million, mais Ngoï Mulunda nous a recensé 33 millions. Mais là, ce sont des enrôlés. Ce n'est pas nécessairement les agents et fonctionnaires de l'État. Bien que l'État soit le plus grand employeur de la RDC, mais les fonctionnaires de l'État ne représentent pas 5 millions des agents. C'est ça que je vous dis. Nous avons un problème de l'emploi dans ces pays qui n'a pas encore résolu. Et il y a 33 millions d'enrôlés et lui, dans sa fonction publique, nous avons, il va atteindre 900 et quelques millions. Donc, si je lui donne même jusqu'à 1 million, si vous faites 33 millions d'enrôlés, parce que les enrôlés, ce sont des personnes qui ont 18 ans et plus. Hein? Mais dans ces 33 millions, il faut encore enlever les gens qui n'ont plus la force de travailler, les vieillards par exemple, qui ont 60 ans et plus. Mais vous voyez que le taux de chômage dans ces pays est grave, puisque... Mais c'est Massikoti, mais le gouvernement n'est pas le seul employeur de la République démocratique du Congo. Il y a aussi les privés. Aujourd'hui, avec la stabilisation du cadre macroéconomique, on parle des investisseurs étrangers qui vont venir employer des jeunes Congolais, bien sûr. Mais ça, c'est un discours déjà entendu. On parle. Quand est-ce qu'ils vont venir? Les gens finissent l'école, l'université chaque année. Mais ces étudiants qui rentrent sur le marché du travail doivent encore attendre. Quand est-ce qu'ils vont se marier? Quand est-ce qu'ils vont aller habiter chez eux? Vous promettez que les investisseurs vont venir. C'est ce que promet ce gouvernement depuis qu'ils sont là. Et en plus, je vous dis que c'est un gouvernement qui
qui n'est pas là pour une année seulement. Lorsque moi j'ai vu la passation du pouvoir entre le prédécesseur de Matata Ponyo et lui-même, hein, oui, M. Adolphe Mouzito, j'ai entendu que c'était la continuité. Matata Ponyo disait que c'était la continuité du gouvernement. Mais donc pour vous, que ce soit l'évaluation, que ce soit les programmes du gouvernement, c'est une utopie au regard des attentes de la population. Tout à fait, puisque la continuité, lorsqu'on nous dit que c'est une continuité, ça veut dire que c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Il fait que continuer l'œuvre de la majorité présidentielle. Mais quand est-ce que les étudiants vont trouver de l'emploi? Vous promettez qu'il y aura des investisseurs. Ils vont arriver quand? Lorsque ces étudiants auront atteint l'âge de 52 ans, c'est là que les investisseurs vont venir. Non, le peuple veut du concret, veut trouver du travail. Je vous dis que les 33 millions recensés, il y a peut-être 1 million qui travaillent dans le secteur public. Il faut compter encore 500 000 dans le privé. Vous voyez qu'il y a un problème de chômage dans ces pays. Il doit résoudre ça. C'est comme le problème. Mais ce n'est pas avec une baguette magique et à une année, M. Massikoti. Soyons réalistes. Écoutez, lorsque Matata Ponyo est arrivé au pouvoir, les territoires étaient encore... en entièreté. Oui, unifié. Mais moi, je me rappelle de l'avoir vu à la télévision aller sur le territoire de Bunagana, lorsque ce territoire était encore sous le contrôle des FRDC. Aujourd'hui, selon vous, il n'est pas en mesure d'aller à Bunagana? Non. Aujourd'hui, ce territoire est extrait du contrôle du gouvernement central. Parce que l'on annonce même que les M23 auraient déjà établi des administrateurs, notamment dans les territoires des Rutshuru. Tout à fait. Donc ça c'est quelque chose, lorsqu'on évalue les premiers ministres, ça doit rentrer en compte, ça doit être pris en compte, puisque les territoires aujourd'hui est amputé, hein, le territoire national est amputé de quelques autres territoires, et c'est très grave pour l'indépendance ou l'unité de ces pays, voyez-vous. Donc pour vous, la RDC maintenant est empiétée d'un certain territoire, et pour cause, le président de la République ainsi que le gouvernement n'a pas été capable de garantir la sécurité et la souveraineté du pays. Selon vous, M. Massikoti. Oui, je parle de ce gouvernement. On fait l'étude de l'évaluation du gouvernement. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, les territoires étaient encore unis. Mais une année après, on a perdu quelques territoires qui sont maintenant, échappent à son contrôle, au contrôle de son ministère de la Défense. Voyez-vous, c'est ce que je veux relever. Et je vous dis que le peuple congolais est un peuple qui veut l'unité, conserver l'unité du pays. Lorsque cette unité est aujourd'hui arrachée, hein, lorsque les territoires échappent au contrôle du gouvernement, les peuples congolais n'est pas contents. Donc il y a des attentes qui sont là. Encore une fois de plus, il y a un autre exemple. Mais M. Massikoti, vous n'êtes pas sans ignorer que le président de la République a tramé tel un voyageur dans les différentes capitales, que ce soit autour de la région des Grands Lacs, que ce soit au niveau de la SADC, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tibanda, qui vient d'ailleurs d'obtenir une grande victoire diplomatique pour notre pays en obtenant l'accord cadre qui notamment envoie une brigade internationale pour repousser toutes les forces négatives à l'est de notre pays. Est-ce que ce n'est pas un point fort aussi à mettre à l'actif du gouvernement Matata Ponyo? Écoutez, les points forts seraient que le territoire puisse, les pays puissent regagner ces territoires qui échappent à son contrôle. Ça, ce sera le point fort. Hein? Mais lorsque quelques territoires échappent au contrôle du gouvernement central, c'est un échec. Même si aujourd'hui vous nous promettez encore qu'il y a l'accord cadre, mais nous devons nous habituer à défendre notre pays par nous-mêmes, c'est-à-dire les citoyens congolais. Nous ne devons pas avoir l'habitude de laisser la défense, hein, de notre territoire aux mains des étrangers ou aux mains des amis du peuple congolais. Ça, c'est un aveu d'échec. Donc, si aujourd'hui il y a un problème qui se pose, bon, l'accord cadre est le bienvenu, mais il faut penser à ce que dans l'avenir, nous, Congolais, nous puissions avoir le courage de défendre notre pays et de bien le défendre. Pas toujours le laisser entre les mains des... Mais on accuse souvent l'opposition congolaise de tout charger sur la tête du gouvernement et de ne rien proposer. Êtes-vous de cet avis? L'opposition, et je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez vu une politique appliquée par le gouvernement qui s'appelle la bancarisation. Cette politique est vantée par le Premier ministre aujourd'hui, mais c'est une idée qui ne vient pas d'eux. C'est une idée qui ne vient pas de la majorité présidentielle. C'est une idée qui vient de l'opposition, de notre candidat, Malela, spécialement, M. Malela, qui a proposé cela lors de la campagne électorale. Mais l'opposition, comme les indépendants, propose
des idées qui sont aussi adoptées par le gouvernement. Mais le gouvernement vous a appelé dernièrement à une consultation. Mais d'emblée, vous avez boycotté cette consultation. Comment estimez-vous aujourd'hui, dans le cadre des institutions démocratiques, que l'opposition peut apporter quelque chose au gouvernement en place en vue d'orienter son programme et l'amener à améliorer ce qu'il est en train d'appliquer aujourd'hui? Écoutez, nous sommes dans un système qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire les gens arrivent au pouvoir par les élections, et lorsque nous sommes ici, il y a une majorité, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent, et il y a une opposition. Mais l'opposition ne peut pas à tout moment donner ses idées à la majorité, sinon la majorité va rester éternellement là, puisque l'opposition garde des fois les idées pour les balancer lors de la campagne électorale. Hein? Donc ceux qui sont au pouvoir doivent démontrer leur biceps. Ils doivent démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés déposer leur candidature? C'est parce qu'ils avaient des idées pour ces pays. Et lorsque vous arrivez au pouvoir, il ne faut pas, en ce moment-là, vouloir apprendre comment gérer le pays. Mais la désunion aussi, au sein de l'opposition, ne l'amène pas à être forte devant la majorité. Parce que vous êtes tellement désunis. D'ailleurs, dans les cas concernant le porte-parole de l'opposition ne s'est jamais unis autour de cette question pour désigner un porte-parole. Hormis cela, on parle de certaines divisions, même au sein d'un grand parti comme l'UDPS, dont plusieurs membres quittent à bras-le-corps ces mouvements. S'agissant, je commence sur la dernière partie, s'agissant de l'UDPS, je n'ai pas connaissance que les gens sont en train de quitter l'UDPS. Et pourtant, moi, ce que j'ai comme information, c'est que les gens sont en train d'arriver à l'UDPS. Mais les groupes parlementaires de l'UDPS, dont est ici plusieurs lieutenants ou loups d'Etienne Tshisekedi, ne sont plus membres aujourd'hui de l'UDPS. Il semble que vous êtes trop conservatrice. J'aimerais donner l'exemple. Nous avons vu que quelqu'un qui venait de l'ECD, Dr Loseke, qui était membre de l'ECD et qui a migré aujourd'hui à l'UDPS. Donc l'UDPS, moi j'ai constaté des arrivées, mais pas des départs. Donc ça, c'était un point que je voulais juste clarifier. Mais s'agissant des opposants, vous savez, dans notre pays, la majorité gère les pays, la majorité a les fonds en main, et des fois, la majorité joue à ces jeux de vouloir aller désunir l'opposition. Et les opposants, des fois, succombent à cette tentative ou à ces injonctions de la majorité pour basculer ou pour vendre ou diviser l'opposition. Ça, c'est un point faible qu'on relève dans l'opposition. Les gens vont vers l'argent, mais ça ne veut pas dire que l'opposition ne peut pas parler ne peut pas parler comme un seul langage en soi. Voilà, ne peut pas parler de commun accord, c'est ce que je voulais dire. Et cela ne veut pas dire ça. Nous avons des opposants dans ces pays, mais le problème c'est que des fois ils sont tentés par la corruption à basculer pour suivre l'argent. Mais et les consultations nationales, le président a tendu un bras à l'opposition en rapport avec les consultations nationales, mais c'est comme si même l'UDPS d'emblée a dit niet, non, je ne vais pas consulter les chefs de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi j'ai suivi la position de l'UDPS. L'UDPS était clair, disait que consultation, il faut déterminer qu'est-ce qu'on va parler, il faut déterminer les points sur lesquels les consultations vont s'étendre. Mais c'était des choses un peu floues. On ne connaissait pas consultation par rapport à quoi. C'est un peu ça. Donc la majorité devait commencer par clarifier les cahiers des charges sur lesquels les gens vont s'apaisantir lors de concertations. Mais c'était quelque chose qui était... Il y avait d'autres personnes qui appelaient ça concertation, il y avait d'autres qui appelaient ça dialogue. Dans cette confusion, comment voulez-vous que l'UDPS puisse s'engager d'emblée comme ça? Il fallait commencer par clarifier les choses. Le président de la République a parlé de la consultation. On a vu M. Aubin Minakou consulter une partie de l'opposition, ainsi que le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab. Comment aujourd'hui vous appréhendez les deux consultations menées par Aubin Minakou et celles menées par Évariste Bochab qui aujourd'hui ont pratiquement accouché d'une souris?
Mais c'est ce que je vous dis, lorsqu'il y a une confusion dès le départ, on ne sait pas vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit, ça ne peut que nous amener à cette confusion, à cet imbroglio. Hein? Donc, il y avait quelqu'un qui a commencé des consultations, entre autres, professeur Beauchap, et tout d'un coup, il y a une autre personne qui est venue reprendre les flambeaux. Voyez-vous, c'est entre autres Robin Minakou, donc dans cette... Qui s'est dit être mandaté par le chef de l'État. Voilà, donc il y avait déjà un désordre dès le départ, ça ne pouvait qu'accoucher d'une souris. Nous allons, très chers téléspectateurs, passer à notre deuxième sujet du jour qui porte essentiellement sur les tractations autour de la composition du bureau de la CENI. Monsieur Massiko Tshilebik, le chef de l'État vient de proclamer la nouvelle loi portant sur la CENI. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle opinion vous faites sur cette nouvelle loi? Écoutez, le chef de l'État est là lorsque la loi a été adoptée au niveau de deux chambres, hein, c'est-à-dire le Parlement puis le Sénat. La loi est envoyée, je pense, doit être envoyée au niveau de la Cour suprême de justice pour conformité, hein, avec la Constitution. Mais le président de la République est là lorsque la Cour suprême termine son travail, envoie la loi au niveau de la présidence de la République. Il a promulgué. Le président de la République ne peut que promulguer la loi. Donc cette loi doit être normalement examinée, doit être critiquée par les législateurs, parce que le président de la République n'est pas le législateur. Lui, il ne fait que promulguer. Les législateurs sont les parlementaires. C'est eux qui ont conçu la loi et qui l'ont votée. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, si on doit critiquer, c'est le travail de ceux qui l'ont élaboré. Mais moi, je dois dire que la loi, aujourd'hui, les peuples, moi j'ai suivi une émission hier sur Congo Web TV, et je voyais le musicien Kofi Olomide qui disait, on lui posait une question par rapport à la nouvelle CENI, et il a formulé ses vœux de voir la CENI être dirigée par exemple, les centres Carter. Cela démontre quoi? Qu'il n'a pas confiance en cette loi, en cette nouvelle loi qui a été Mais là, c'est trahir la souveraineté même d'un État. Mais écoutez, si on laissait en fait une organisation proche de la communauté internationale s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays, cela ne fait pas partie des points qui ont créé l'Organisation des Nations Unies. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Non, je ne vois pas les choses comme cela, parce que gérer une institution, c'est comme gérer une entreprise. C'est-à-dire, nous avons, on a vu ici à Nonatra ou à, je ne sais pas, d'autres compagnies, on a vu des étrangers être nommés, dernièrement même à la RVA, on a vu des étrangers. C'était dans le cadre des joint ventures entre Progoza et l'Onatra qui est aujourd'hui la SCTP. Alors pourquoi vous n'avez pas critiqué cela lorsqu'un étranger, puisque nous avons des Congolais qui ont étudié, nous avons des Congolais qui ont des diplômes, hein, nous avons des Congolais compétents, des Congolaises qui peuvent prendre la destinée de ces entreprises. Mais M. Massiko, vous ne ferez pas la corrélation entre une entreprise publique et une institution d'État. Mais non, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va gérer, on ne va pas s'accaparer de cette entreprise. Non, on va juste gérer. Les gens qui sont aujourd'hui appelés à diriger la CENI, ce sont les gens qui sont appelés à gérer. C'est-à-dire, ils doivent nous donner la loi électorale, ils doivent nous donner les calendriers électoraux, ils doivent commander les kits, les choses comme ça. Mais que reprochez-vous concrètement à cette nouvelle loi? C'est-à-dire que la loi a été faite sur mesure, encore une fois de plus. On a bourré des politiciens parce que la loi nous donne 6 personnes doivent provenir de la majorité présidentielle, ce sont des politiciens, 4 de l'opposition politique, des politiciens, et 3 de la société civile. Donc si on doit reprocher la loi qui a été réformée aujourd'hui, c'est-à-dire que on trouve une CENI avec beaucoup de politiciens. Une CENI politisée, c'est un politisé. Donc ce sont les futurs, même si ces gens qui vont travailler à la CENI ne vont pas donner leur candidature aux élections, mais ils représentent quand même des familles politiques, ceux-là qui vont se battre encore sur le terrain. Donc la loi aujourd'hui est encore biaisée parce qu'on a encore des politiciens et c'est ça le problème. Monsieur Massiko Tshilebik, vous avez reproché à l'ancienne CENI de ne pas être composée des membres de la société civile. Aujourd'hui, on a innové. Non seulement les membres de la société civile ont la présidence, c'est-à-dire la préscience au niveau du bureau de la CENI, mais le bureau est aussi composé d'une assemblée qui va gérer, qui va contrôler les bureaux. N'est-ce pas aussi des innovations qu'il faut encourager, M. Massiko Tshilebik?
Oui, s'agissant des organes de la nouvelle CENI, on aura un bureau et une plénière. Mais la loi n'est pas claire là-dessus, puisque c'est le président du bureau qui va être encore, je pense, président de la plénière. Vous voyez donc... Mais il est ici de la société civile. Oui, même de la société civile, mais c'est de quelle société civile? Vous savez que la société civile au Congo a des tendances. Hein? Vous avez une société civile proche de l'opposition, une autre société civile proche de la majorité. Mais là, c'est encore quelque chose des politiciens vont encore s'immiscer dans la société civile et aujourd'hui, la personne ou les 3 délégués qui vont provenir de la société civile seront encore des gens qu'on va téléguider comme ça, qu'on va choisir par la majorité pour que sa majorité numérique soit encore imposée au niveau de la CENI. Mais comment déjà assassiner, déclarer la nouvelle CENI comme un mort-né? Mais puisque lorsque vous avez un musicien congolais qui vous dit que pour lui, il fallait qu'il y ait les centres carters puissent gérer la CENI. N'est-ce pas son opinion qui n'engage que lui? Mais il y a combien de gens aujourd'hui qui sont déçus de la nouvelle loi qui a été promulguée? Combien de gens? Puisque nous aujourd'hui, le Congo est appelé à être géré par le mode démocratique. C'est-à-dire la démocratie, il faut arriver au pouvoir par les élections. Mais n'est-ce pas pour cela que la nouvelle loi a été modifiée, non, pour ne pas dire révisée? La CENI, il y a eu des pressions au niveau de nos partenaires qui ont donné de l'argent à la CENI et au niveau de nos partenaires de la francophonie, spécialement, qui ont émis les vœux de voir une CENI réformée où la société civile doit intégrer la CENI. Ça c'était, puisque s'il s'agissait que de nos politiciens, d'ici de la majorité présidentielle spécialement, ils n'allaient pas réformer cette CENI. Mais puisqu'il y a eu des voix qui se sont élevées au niveau de nos partenaires, de la francophonie et d'ailleurs, même des voix qui se sont ici manifestées au pays, entre autres des sociétés civiles qui ont dénoncé le mode de gérance des élections. Et c'est en cette société civile que vous ne faites pas confiance, vous de l'opposition. Moi, spécialement, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que la société civile avait des tendances et qu'aujourd'hui, la majorité va se comporter comme on a vu lorsqu'on a constitué les bureaux de l'Assemblée nationale, du Parlement actuel. Avec Aubin Minakou. Mais généralement, c'est la majorité qui rafle tous les sièges, ce qui est normal. Oui, mais on a vu des candidats des candidats plébiscités par l'opposition et ceux qui qui se disent être de l'opposition mais qui n'ont pas été mandatés remporter des sièges au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est à ça que nous allons voir la CENI spécialement. La société civile va être manipulée et on aura des gens qui vont être là à la solde de la majorité et qui vont pas nous donner des élections qu'on va attendre en 2016 par exemple. Monsieur Massikoti, s'agissant de la présidence de la CENI, des noms émergent au sein de l'opinion publique. On parle du cheikh Abdallah Mangala de la communauté islamique au Congo et des retours probables aux affaires de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Quelle analyse faites-vous sur cette situation? Écoutez, attendez d'abord de voir la société civile désigner ses représentants. On ne peut pas parler dans le néant comme ça. Lorsqu'on parle du cheikh Abdallah Mangala, lorsqu'on parle d'Apollinaire Malou Malou, ce sont des personnalités qui, je pense, qui vont venir de la sous-composante confession religieuse. Parlez-nous un peu de cette société civile, là où il y a des tractations actuellement. Il semblerait que toutes les autres composantes, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, ont déjà leurs candidats, sauf la société civile. Comment est-elle organisée? Comment est-ce qu'elle va désigner ses candidats? On parle de trois représentants qui doivent provenir. La loi, en tout cas la loi de la CENI, de la nouvelle CENI, demande à ce que la société civile puisse donner trois noms, entre autres. Un nom doit provenir de la sous-composante confession religieuse, l'autre des organisations de défense des droits de la femme, l'autre des organisations de défense des droits civiques et électoraux. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait les trois noms répartis comme cela. Mais chaque regroupement, chaque sous-composant doit s'organiser en l'interne, puisque la société civile n'a pas de chef.
Hein, ce n'est pas comme la majorité présidentielle où vous avez un secrétaire général de la majorité présidentielle qui peut convoquer toute la majorité, tous les groupes parlementaires, par exemple, de la majorité présidentielle et donner des directives afin que les noms soit donné dans un délai court. Mais la société civile n'a pas de chef, n'est pas organisée, n'a pas de structure, et comme chef, vice-président, etc. Ça sera maintenant de la bataille, puisque vous savez le problème du chômage dans ces pays, beaucoup de gens ne travaillent pas, et lorsqu'il y a des postes ils aspirent à des postes et des responsabilités. Des postes qui se dégagent comme ça, tout le monde veut aller, et nous allons assister à une bagarre, hein, où nous allons voir beaucoup de candidatures, mais là maintenant, c'est là où la majorité maintenant va profiter selon s'y mixer pour que les enveloppes puissent circuler afin que ces choix soient donnés ou soient... Mais on parle aussi du même problème au niveau de la composante opposition. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer aujourd'hui que l'UDPS vient de se séparer avec ses alliés, les forces acquises au changement. Non. À l'opposition, la loi est claire, vous avez 4 groupes parlementaires et chaque groupe parlementaire de l'opposition doit donner un seul nom afin que les 4 personnalités puissent être, le nom puisse être envoyé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et rentrer en fonction au niveau de la CENI. Mais à l'UDPS, le groupe parlementaire UDPS est allié aujourd'hui. Hier, ça s'appelait UDPS FAC. Hein? Mais il y a eu un changement de nom de dernière minute. Et aujourd'hui, ce groupe parlementaire s'appelle UDPS et alliés. Mais le problème se passe plutôt au niveau de UDPS FAC. Le FAC là, qui s'était scindé en deux sous-composantes aussi, en 2 parties. Et là, il y a eu un désordre dans le groupe parlementaire parce qu'on voyait maintenant UDPS FAC. Maintenant, on voyait UDPS FAC-FAC. Voyez-vous, puisque le FAC s'était scindé en 2 morceaux. C'est pour cela, je pense que les gens qui ont donné l'idée qu'on puisse changer la dénomination de ce groupe parlementaire, parce qu'on avait UDPS, au lieu d'avoir UDPS FAC, c'était devenu UDPS FAC-FAC. Et aujourd'hui, on a corrigé cette erreur pour dire UDPS et alliés. Mais il n'y a pas de problème au niveau de l'UDPS. Ce sont les alliés, les FAC qui ont manifesté un désordre. Monsieur Massikoti, quand vous dites analyste politique proche de l'opposition, êtes-vous proche de l'opposition IDPS extra-parlementaire ou IDPS parlementaire? Parce que apparemment, on sent que vous avez aussi, tant soit-il des acquaintances avec l'IDPS parlementaire. Estimez-vous que cet IDPS représente valablement l'IDPS dite extra-parlementaire? Écoutez, les élections ont eu lieu, les gens ont été... se sont présentés sous le label de l'UDPS et des personnes ont été envoyées, disons, ont gagné les élections et ont été retenus comme députés, hein, mais ils étaient envoyés, ils s'étaient présentés sous le label de l'UDPS. Mais vous savez ce qu'il y a eu, le président de l'UDPS a carrément demandé à ces personnalités de quitter ces institutions puisque lui, il ne les reconnaissait pas. Mais il y a eu des gens qui se sont, en tout cas, qui n'ont pas suivi la consigne. Et vous savez ce qu'il y a aujourd'hui. Mais nous restons membres du parti. Hein? Si les orientations sont là, ce sont les orientations du parti. Ce n'est pas à nous de mais si aujourd'hui, on vous donnait la possibilité de travailler sur la branche opposition de l'IDPS parlementaire, vous allez accepter les postes? Parce que je ne suis pas député, comment est-ce que je vais accepter? Non, je ne dis pas les postes au niveau de la CENI. Mais si par exemple, les représentants de l'opposition IDPS parlementaire vous donnez un poste au sein de son cabinet, l'accepterez-vous en tant que membre de l'IDPS? Mais écoutez, ça dépend. Aujourd'hui, si les partis politiques, si le parti vous envoie quelque part, oui, mais si le parti ne vous envoie pas, comment est-ce que vous allez accepter? Comment est-ce que vous allez accepter? Merci, très chers téléspectateurs de Télé Kin Malébo et particulièrement de cette émission Plateau Kin Malébo. J'ai reçu pour vous l'analyste politique Massikoti Lebig, qu'on leur dit, proche de l'opposition. Avec lui, nous avons échangé sur des questions d'actualité. Premièrement, nous avons parlé de l'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre Matata Ponyo Mapond. Nous avons aussi parlé des questions importantes sur la CENI ainsi que les tractations qui se font au niveau de la composition des membres du bureau.
Vraiment, à la caméra, c'était Patrick Mbandou. C'est lui qui a fait ces très belles prises de vie, ainsi que les prises de son. Donc, si vous nous suivez là, c'est grâce à Patrick Mbandou. Nous remercions aussi M. Clovis Luboula, le directeur programme radio de Télé Kin Malebo. Je pense aussi là à Eugène Kandolo, à Sugar Kassongo, ainsi que la grande équipe de professionnels qui anime aujourd'hui Télévision Kin Malebo dans sa nouvelle version avec les amis de Weti. Là, je pense directement au directeur général, M. Cyprien Weti, que l'on appelle affectueusement les transferts les plus chers après Messi. Je pense également au président, directeur général du groupe de presse Télé Kin Malebo, l'honorable Ngongo Luo, qui certainement nous suit. Vraiment restez branchés sur cette chaîne et particulièrement sur votre émission Plateau Kin Malebo. C'était votre humble serviteur Bishop Fundu. Peuple congolais,